Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Mais pas sous l'angle technique habituel. Non, pas du tout. On va plutôt voir comment l'IA façonne notre imaginaire, nos espoirs et même nos peurs. Tout à fait. Pour ça, on s'appuie sur une analyse du linguiste Pierre Fraser qui a vraiment décortiqué le grand récit qu'on nous vend sur l'IA. Et c'est un récit qui est incroyablement puissant. Il s'articule autour d'une dualité presque mythologique. C'est-à-dire? D'un côté, on a la promesse quasi utopique, un futur où l'IA résout tous les problèmes de l'humanité. Et de l'autre? Et de l'autre, la peur apocalyptique d'une super-intelligence qui pourrait nous dépasser, nous asservir. Et cette tension, au fond, c'est pas vraiment nouveau. C'est un peu le même refrain à chaque grande rupture technologique. C'est exactement ça. Au siècle des Lumières, par exemple, un penseur comme Condorcet promettait déjà le bonheur universel. Ah oui? Mais lui, c'était par le progrès politique, la raison. Aujourd'hui, la promesse est la même, mais le véhicule, c'est le numérique. Et on le voit dans les discours des grands patrons de la tech. Bien sûr, quand les dirigeants de Google ou de Meta parlent, ils vendent pas juste des produits, ils proposent une vision du monde, où leurs technologies vont connecter l'humanité, organiser l'information mondiale, pour notre bien évidemment. La logique reste la même au fond, hein. Uniformiser, optimiser. Au nom d'un bonheur collectif. Sauf qu'aujourd'hui, cette promesse a une force de frappe qui semble inédite. On nous parle d'éradiquer le cancer, de supprimer les accidents de voiture. C'est ça. Le message, c'est que ce progrès, c'est plus un choix, c'est une marche inexorable, une sorte de fatalité heureuse, quoi. C'est l'argument de l'inévitabilité. Et pour que ça soit concret, ce discours s'appuie sur des exemples très très précis. Oui, dans des domaines qui touchent tout le monde. Commençons par l'industrie ou même l'agriculture. On connaît l'image des tracteurs connectés qui optimisent les semis. Oui, ça c'est l'image d'Épinal. Mais l'analyse de Fraser va beaucoup plus loin. Il y a un exemple qui m'a vraiment marqué. L'idée que chaque animal d'élevage puisse devenir un objet connecté. Ah oui, c'est vertigineux. La logique derrière, c'est que chaque animal devient une source de données en continu, son rythme cardiaque, sa température, ce qu'il mange. Dans le but de prévenir les maladies, j'imagine. C'est l'objectif affiché, oui, mais le but réel, économique, c'est d'optimiser sa croissance. C'est de réduire au maximum le temps entre la naissance et l'abattoir. C'est ce que l'analyse appelle la compression du temps. Exactement. Attendez, cette idée de compression du temps appliquée à un être vivant, c'est pas l'aboutissement d'une vision où l'animal n'est plus qu'un rouage, en fait. C'est la chosification ultime. Le vivant est complètement soumis à une logique d'efficacité industrielle. Plus le cycle est court, plus c'est rentable. Voilà. Et l'IA permet d'appliquer ce principe de manière absolue. La frontière entre le mécanique et le biologique s'efface. Et cette obsession du contrôle, on la retrouve pas que dans les fermes. Toute la chaîne logistique est concernée. Bien sûr. Le commerce de détail, par exemple, rêve de présentoirs intelligents. Qui commande automatiquement les produits manquants pour qu'il n'y ait plus jamais de rupture de stock. C'est ça. Et en amont, il y a le transport. L'analyse évoque des flottes de camions autonomes. Oui, un camion intelligent n'a pas besoin de chauffeur, il se fatigue pas, il n'est pas soumis aux heures de conduite légales, il roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il fait le plein tout seul, il se signale s'il a un problème. C'est la promesse d'une fluidité parfaite. Exactement. Mais bon, cette vision du camion 100% autonome, on en est quand même encore loin, non? Il y a d'énormes obstacles. Bien sûr, bien sûr. Et l'analyse s'attarde pas sur ces détails techniques. Son point, il est ailleurs. C'est-à-dire? Ce qui compte, c'est pas de savoir si ça existera demain matin. Ce qui compte, c'est la puissance du discours. Cette vision d'un monde sans friction, elle est déjà là. Elle guide des milliards d'investissements, elle façonne nos attentes. La promesse est plus importante que la réalité, en fait. Voilà. Un dernier exemple qui est très parlant, c'est celui de la chaîne du froid pour l'alimentation. Ah oui, un défi majeur. Ça cause un gaspillage énorme de garantir la température d'un produit du début à la fin. Et la solution proposée par ce grand récit, c'est quoi? C'est d'intégrer des puces intelligentes dans les emballages. Pour suivre la température en temps réel, À chaque étape, le gain serait colossal. Mais ça va plus loin. Une fois dans le frigo intelligent du consommateur, la puce pourrait envoyer une alerte sur son téléphone, attention, le yaourt arrive à sa date de péremption. par exemple. L'idée d'une puce dans mon yaourt qui me parle depuis mon frigo, d'un côté c'est pratique, mais c'est aussi un peu angoissant, quoi. C'est le cœur du sujet. Jusqu'où ça va, cette micro-gestion de nos vies? Tous ces exemples, de l'animal connecté au yaourt communicant, ils nous montrent comment l'IA est présentée comme l'outil ultime. Pour tout transformer. Pour transformer chaque problème, le gaspillage, le temps mort, la fatigue humaine,
en une solution automatisée. Et cette logique de contrôle, elle ne s'arrête pas aux usines ou aux camions. Elle s'applique à ce qu'on a de plus intime, notre corps, notre santé. On entre dans l'ère de ce que l'analyste appelle la médecine 4P. Personnalisée, participative, préventive et prédictive. Oui. Le concept de base, c'est de tendre vers un niveau zéro de la médecine. L'ambition, c'est plus seulement de soigner les gens malades, c'est de les guérir avant même qu'ils le soient. Et comment ce serait possible, ça? Grâce à un flux constant de données. Celles de nos montres, de nos téléphones, de nos balances. Ces données permettraient de détecter des signaux très faibles et d'intervenir bien en amont. C'est ça. Et c'est ce que l'auteur appelle la désintermédiation de la médecine. Alors, désintermédiation, c'est un mot un peu technique. Concrètement, ça veut dire quoi pour la relation entre un patient et son médecin? Ça veut dire que le médecin n'est plus le seul gardien du savoir sur notre santé. L'info vient de notre montre, d'une appli, d'un test génétique fait à la maison. Et le risque? C'est que le rôle du médecin se transforme. Il pourrait devenir un simple validateur de données générées par des algorithmes. Plutôt qu'un partenaire de soins qui s'appuie sur son expérience, son intuition. Et sur une relation humaine, exactement. Et dans ce nouveau monde, les technologies promises sont... Vertigineuse. L'analyse en liste plusieurs. La nutrigénomique, pour une alimentation sur mesure. adaptées à notre ADN, la biologie synthétique pour modifier nos organes. Mais de toutes ces promesses, la plus folle, c'est peut-être la médecine régénérative. Ah oui, sans aucun doute. Là, l'idée, c'est plus de prendre un médicament fabriqué en labo. L'idée, c'est que notre corps devienne sa propre usine de réparation. En utilisant nos propres cellules souches pour traiter Parkinson ou Alzheimer. C'est un changement de paradigme complet. On ne guérit plus de l'extérieur, on s'auto-maintient de l'intérieur. Ce qui est frappant, c'est que ça déplace la responsabilité. Le problème, c'est plus la maladie, c'est de ne pas avoir eu les bonnes données pour la prévoir. C'est exactement ça. La santé devient une question de performance individuelle. Il y a un mot-clé qui relie tout ça. La réactivité. Avoir l'info en temps réel permet une réaction quasi instantanée. L'individu devient autonome, proactif. En théorie, c'est génial. En pratique, ça soulève d'énormes questions sur la pression de la performance appliquée à notre propre biologie. Tout à fait. Alors, si on met tout ça bout à bout, l'optimisation de l'industrie, de notre corps, quel est le message global? L'analyse de Pierre Fraser suggère que ce discours n'a même plus besoin de se justifier. C'est ça. Il est sa propre justification. Il devient superflu de se justifier parce que l'IA est présentée comme la solution à tous nos problèmes. Qu'il soit collectif, comme le climat, ou individuel, comme la santé. Oui. L'auteur cite à ce propos le penseur Jacques Ellul qui, dès les années 50, analysait la technique non pas comme des outils, mais comme un système qui impose sa propre logique d'efficacité partout. Et dans ce système, On ne se demande plus pourquoi, on se demande juste comment faire pour que ça aille plus vite et que ce soit plus rentable. on ne questionne plus l'utilité réelle ou les dangers. On accepte ça comme un progrès indiscutable. Exactement. Et c'est là que ça nous renvoie à des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'être humain si notre biologie est optimisée en permanence? Qu'est-ce que la conscience dans un monde plein d'intelligence non humaine? Et ce questionnement, il culmine avec un concept qu'on entend de plus en plus, la singularité technologique. Un terme qui peut faire un peu science-fiction. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est comment Fraser le présente. Pas comme une curiosité de SF, mais comme l'aboutissement logique de tout ce discours d'optimisation. Pour le définir rapidement, la singularité, ce serait le moment où le progrès technologique devient si rapide, si exponentiel. Qu'il échappe à notre contrôle et à notre compréhension. C'est un point de rupture. L'accélération deviendrait telle que nos institutions humaines L'économie, la politique, la justice. seraient incapables de suivre le rythme. Elles deviendraient obsolètes. Conçues pour un monde qui, n'existe plus. La singularité, dans ce cas, c'est pas l'arrivée d'un robot conscient. Non. C'est l'effondrement de nos structures sociales sous le poids de l'accélération. C'est une idée qui donne le vertige. L'impression que le train est déjà parti et qu'on est juste des passagers qui regardent le paysage défiler de plus en plus vite, sans savoir où est le conducteur. Ni même s'il y en a un. C'est ce qui rend l'analyse si pertinente. Il montre que la singularité, c'est pas une hypothèse lointaine, c'est l'horizon implicite vers lequel tend toute cette rhétorique du progrès inarrêtable. On a donc exploré ce grand récit de l'IA, une vision d'un futur optimisé de A à Z, du champ de maïs jusqu'à nos cellules, une promesse d'efficacité, de réactivité et au fond... De contrôle total. Mais cette promesse, on l'a vu, repose sur l'idée d'un progrès inévitable, qui s'impose à nous, qui ne se discute pas.
Et cette marche en avant nous place au bord de ce concept de singularité. Ce point de bascule où les règles du jeu de la civilisation humaine pourraient être complètement redéfinies. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la route. L'analyse de Fraser se termine sur cette idée d'un possible effondrement de nos institutions, devenues trop lentes, trop rigides pour le monde qui vient. La question à méditer n'est donc peut-être pas de savoir si cette singularité arrivera un jour. La vraie question, c'est peut-être celle-ci. Si nos structures actuelles, nos démocraties, nos lois, sont déjà en décalage, conçues pour un monde qui disparaît sous nos yeux, par quoi pourrait-on ou devrait-on commencer à imaginer de les replacer ?